Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et vous allez voir dans ma présentation qui adopte une posture vraiment depuis la démographie, puisque je suis démographe de formation et d'exercice, sur ces sujets que sont la croissance démographique et le changement climatique aujourd'hui qui nous interpellent tous effectivement. Alors, c'est une posture de démographe et sur cette posture, alors c'est vrai que bien évidemment, je m'inscris dans la suite de la présentation précédente à laquelle vous avez pu assister ou que vous avez pu écouter vous aussi, comme moi, si vous n'avez pas été présent. Dans cette nouvelle dimension qui est l'anthropocène et l'action de l'homme en fait sur le milieu, sur nos écosystèmes, sur notre planète. On ne peut pas nier aujourd'hui la question du changement climatique. Vous le vivez tous comme moi au jour le jour et on en entend parler depuis suffisamment longtemps. Peut-être que je rappellerai que le premier rapport du GIEC date de 1990. À l'époque, beaucoup de personnes étaient encore sceptiques sur ces questions de changement climatique. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui est vraiment indéniable. Mais on ne peut pas pour autant dire très précisément ce qui va nous attendre et comment nous allons être atteints selon les lieux, selon les situations individuelles et collectives. Donc, dans toute ma présentation, je vais vous parler surtout de démographie et je vais envisager le changement climatique selon deux dimensions qui, je pense, sont importantes de distinguer. C'est à la fois ce qui est de l'ordre des changements progressifs, des tendances de fond, comme par exemple le réchauffement progressif de la planète, et ce qui va être de l'ordre plutôt des événements extrêmes qui frappent de ci, de là, de manière de plus en plus erratique peut-être, répétée, violente éventuellement. Donc vous allez voir une présentation qui peut-être sera moins catastrophiste que ne l'a été l'introduction, et qui, j'espère, vous amènera, comme moi, à réfléchir à ce qu'on sait vraiment et au véritable levier, en fait, qu'on peut avoir sur ces questions qui nous touchent aujourd'hui. Alors, peut-être, avant de commencer, je voulais juste préciser que je ne suis pas la directrice de l'Institut national d'études démographiques, je suis juste directrice de recherche, comme beaucoup de mes collègues. Donc, je coordonne des recherches dans cet institut. Je suis aussi basée à l'Université d'Aix-Marseille, où j'enseigne et où je suis accueillie dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Population, Environnement et Développement. J'ai beaucoup bénéficié, en fait, dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui et dans mes recherches globalement, des interactions que j'ai pu avoir dans ces deux cercles, à la fois avec mes collègues du laboratoire Population, Environnement, Développement, démographes comme moi ou écologues, et à la fois à l'INED, ici à Paris et maintenant à Aubervilliers, avec les personnes qui travaillent avec moi sur les populations des pays du Sud et avec celles plus généralement qui travaillent sur la démographie du monde. Voilà. Alors, en fait, la croissance démographique a vraiment eu très mauvaise presse dans ces dernières années, en particulier en lien avec les événements climatiques. Et vous pouvez voir ici quelques extraits de titres qu'on peut trouver dans la presse, Le Monde au milieu par exemple, ou dans d'autres sources, sur la question de la croissance démographique dans le monde et plus précisément à certains moments de la croissance démographique africaine. Donc très souvent, même si aujourd'hui on trouve des extraits ou des médias qui relativisent un peu plus la situation, mais très souvent la croissance démographique est pointée du doigt comme étant un phénomène très important dans le changement climatique et comme étant peut-être l'une des variables d'ajustement possibles et nécessaires à ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc je voudrais un petit peu à la fois relativiser cette information et vous en expliquer les tenants et les aboutissants à travers une présentation qui va se fonder sur 5 points. On va regarder ensemble quels sont les chiffres et les tendances actuelles et ensuite regarder un petit peu comment se fait cette croissance,
qu'est-ce qui fait en fait que cette croissance augmente ou diminue et que la population mondiale augmente ou diminue en quelque sorte. Et ensuite, j'en ferai une petite incursion sur mes terrains de recherche pour vous parler de sociétés en proie à la croissance et de leur plasticité face à cette croissance. Et puis enfin, nous aborderons les deux derniers points qui sont beaucoup plus en lien avec le changement climatique, mais vous verrez à quel point les premiers servent à alimenter cette réflexion et où nous allons nous intéresser aux deux sens de la relation. Quel est le lien entre la population et le changement climatique d'une part et entre le changement climatique et la population d'autre part. Voilà, alors nous allons commencer par le premier point, peut-être un peu de contextualisation sur quels sont les chiffres actuels dans le domaine de la démographie, de la population, et quelles sont les tendances. Alors là, j'ai parfaitement calculé mon coût, c'est très bien. Donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est les estimations de la population mondiale. Peut-être que je prends ça avec moi. Donc vous voyez dans le premier tableau la population mondiale elle-même, qui à l'heure actuelle, les dernières estimations en fait publiées par les Nations Unies, qui sont pour nous la référence dans ce domaine-là, datent de 2022. Et en 2022, donc la population était sur le point d'atteindre les 8 milliards. Elle l'a fait quelques mois après la publication de ces résultats. Et puis ensuite, les Nations Unies produisent des projections de population qui permettent de donner une idée de ce que serait la population dans le futur, en 2050, en 2060, en 2100, si les conditions et les tendances actuelles étaient maintenues dans la mesure où on peut prévoir les choses, c'est-à-dire que ces projections sont construites sur la base des situations connues et des tendances connues. Et on a bien évidemment une marge d'erreur, une certaine incertitude qui augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la date actuelle. Donc c'est ce que vous voyez représenté ici par un faisceau de couleurs autour de la tendance moyenne. Donc selon ces dernières projections qui ont été publiées, on estime que la population mondiale va atteindre un palier aux alentours de, peut-être après 2060, plutôt autour de 2080, et qu'ensuite on s'engagera dans une phase possiblement de décroissance. Voilà. Évidemment, la situation est très contrastée selon les continents, c'est l'autre graphique que vous voyez en bas, où l'Afrique subsaharienne est la courbe rose qui se situe à peu près en milieu de tableau, et vous voyez que cette courbe-là a une tendance à l'augmentation beaucoup plus prononcée que les autres, dont certaines sont relativement stagnantes, voire décroissantes. Donc, on a une position relative, en fait, et dans ce contexte-là, l'Afrique subsaharienne, vous savez, en 2022, c'est un peu plus d'1 milliard d'habitants, et on estime en 2050, par exemple, qui est la date à laquelle on arrête, en quelque sorte, la plupart des projections pour des raisons de fiabilité, c'est-à-dire que l'incertitude sur 2050, elle est relativement faible, puisqu'il ne s'agit que d'une trentaine d'années. Une trentaine d'années, c'est une génération. On a déjà un petit peu idée des personnes qui vont naître dans la génération à venir, puisqu'ils sont le produit de personnes déjà vivantes, qui ont des intentions de fécondité, sur lesquelles on a des informations en fait en démographie. Donc en général, à 2050, on considère qu'on peut à peu près dire ce qui va se passer. 2100, il y a beaucoup d'incertitudes en fait dans les scénarios et dans tout ce qui peut arriver d'ici 2100. Voilà. Donc en 2050, le continent africain, a priori, ça sera plus de 2 milliards d'habitants selon la tendance moyenne de ces projections. Et ça veut dire un petit peu moins d'un doublement de population, mais quand même une augmentation très sensible. Donc on voit déjà ces tendances bien différenciées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et c'est un point sur lequel que vous avez déjà plus ou moins abordé la dernière fois, c'est qu'il y a de grandes différences entre les populations des pays à revenus élevés ou intermédiaires et les populations des pays aux revenus les plus bas. Donc il y a des différences selon le niveau de pauvreté au sein des pays et entre les pays. Et sur ces 8 milliards d'habitants aujourd'hui, on en trouve à peu près 4 milliards dans des pays dont les
revenu moyen, ou en tout cas le niveau de développement économique est plus faible. Peut-être j'aimerais insister sur le fait que ces projections, on peut se demander à quel point elles sont fiables. Et on peut même se le demander pour les données actuelles. Comment sont construites ces données de 2022 ? Il y a des pays du monde sur lesquels on a peu d'informations. Je vous donne un exemple qui est un des pays à la croissance démographique la plus forte à l'heure actuelle, c'est la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, il n'y a pas eu de recensement de population depuis 1984. Or, c'est l'un des pays qui croît et c'est l'un des pays qui alimente en fait cette croissance démographique. On le sait par le biais d'enquêtes, mais on n'a pas cette image globale des effectifs de la population pour différentes raisons liées à la gestion nationale, liées aux situations de conflit dans une partie du pays, etc. Donc, ces projections et ces estimations des Nations Unies, elles sont construites sur toutes les connaissances accumulées sur différents pays du monde depuis les années 50. Et dans certains pays, les pays occidentaux, mais pas seulement, c'est aussi le cas de l'Afrique du Sud par exemple, on a des données de recensement, aussi en Égypte par exemple, qui sont très anciennes. Et donc on est capable de suivre l'évolution de la population en fonction de ces indicateurs et à partir des informations sur tous ces pays du monde, de produire des modèles, des tendances, et les modèles statistiques peuvent permettre d'inférer du coup et de prédire et d'estimer ce qu'il se passe dans des pays pour lesquels on n'aurait une information que parcellaire. Donc c'est sur cette base-là en fait que les Nations Unies construisent et leurs estimations de population et leurs projections pour le futur. Alors ça nous dit aussi que en fait si vous prenez l'idée de la population mondiale, en fait l'idée de la population mondiale elle-même, elle n'existe pas depuis la préhistoire. Alors on est capable aujourd'hui de dire à telle époque il y avait tant d'habitants sur la planète et à telle autre époque un peu plus, mais tout ceci se fait par des estimations qui sont nées dans les années 2000 et qui retournent vers le passé de la même manière qu'on va vers l'avenir dans ces modèles-là. Donc, en fait, cette notion de population mondiale, elle est née avec la Société des Nations et le besoin d'estimation et de commencer à comprendre et de mieux mesurer pour mieux connaître et pour mieux planifier, il s'est développé vraiment dans l'après-guerre avec justement la création au sein des Nations Unies des divisions qui ont porté leur regard spécifiquement sur ces aspects démographiques. Donc c'est très intéressant et peut-être que pour vous convaincre de la qualité des données, donc on a certes des pays qui demeurent des zones d'ombre à l'heure actuelle. Alors j'ai parlé de la RDC, mais on pourrait mentionner d'autres pays qui sont en situation de crise ou de conflit, par exemple l'Afghanistan ou d'autres régions du monde dans lesquelles on a peu d'informations, mais en revanche on arrive à compenser cette information. Il faut vous dire que dans les années 50 ou 60, on en avait beaucoup moins. Mais à l'époque, les Nations Unies avaient déjà prévu de manière très correcte les effectifs de population pour l'an 2000. Parce que, avec les données existantes, les modèles et les compensations entre certaines régions du monde qui peut-être auraient été surestimées et d'autres sous-estimées, on arrivait à une estimation correcte. Donc aujourd'hui, on a un appareil statistique dans chacun des pays, dans beaucoup de pays qui s'est renforcé. On a des collectes plus ou moins régulières, mais très souvent suffisamment régulières pour permettre d'avoir des données. Donc voilà, c'était une petite incartade sur l'histoire et sur les données, mais simplement pour essayer de vous montrer qu'en fait, on est dans des outils qui ont été déjà validés et qui sont assez satisfaisants. Évidemment, ces projections sont fondées sur des hypothèses sur les tendances sous-jacentes qui amènent à ces projections-là. On va reparler de ces tendances dans les éléments qui font le changement possible dans ces taux de croissance. Évidemment, ce qui va jouer, en fait,
sur la croissance démographique, ça va être tout ce qui concerne les naissances, les décès ou les mouvements de population, donc les migrations. Au niveau planétaire, les migrations ne comptent plus, puisque tout le monde reste sur la planète jusqu'à présent. Donc, c'est principalement la question des naissances et des décès. Mais quand on s'intéresse à un continent en particulier ou un pays en particulier, bien évidemment, la migration rentre en compte. Donc, il peut y avoir des estimations différentes sur ces tendances, et c'est ce qui peut amener à des projections différentes. Et on a vu dans les dernières années, peut-être que vous avez entendu parler d'institutions ou de groupes de scientifiques qui disaient « mais non, la population n'atteindra pas 10 milliards, elle va s'arrêter à 8, non, elle va descendre à 4, non, on va vers une explosion démographique, on aura 12 milliards d'habitants sur la planète très bientôt ». Et ça, c'est lié à des hypothèses légèrement différentes sur les naissances et les décès. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies, en particulier les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc., certains chercheurs réussissent à renouveler en fait, les connaissances dans ce domaine? Eh bien, en fait, l'un des problèmes, c'est que ce sont des problèmes de couverture, parce que, par exemple, tout le monde, dans certains pays du monde, tout le monde n'a pas de téléphone portable ou n'est pas sur des réseaux sociaux. Et en fait, on a des images un peu parcellaires. Donc, ce sont des données qui nous permettent d'appréhender des systèmes de mobilité, par exemple, pour les personnes qui sont connectées ou qui ont... Donc, il y a des travaux de recherche qui utilisent ces sources-là. Mais en termes d'estimation globale, il y a un problème de couverture qui fait que ça ne fonctionne pas. En revanche, ce que vous avez là, c'est une image qui provient d'un projet universitaire qui mobilise les images satellites pour estimer la population en la localisant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'avec des recensements de population, on a des données à l'échelle de zones administratives, par exemple, qui sont relativement variables d'un pays à l'autre, mais avec des images satellites, on arrive à estimer le bâti de manière très précise et ça permet de fournir des données qui sont homogènes. C'est-à-dire que là, un institut de recherche ou une équipe de chercheurs est capable de fournir une carte de la répartition de cette population mondiale et du coup de nous informer sur la manière dont elle occupe le territoire de la planète, la manière dont elle occupe la planète. L'Inde est l'un des pays qui a fortement contrôlé sa population dans le passé. Donc elle est encore en croissance à l'heure actuelle, mais de manière relativement faible, on va le voir. Ce que vous voyez ici, ce sont des densités de population, et c'est vrai que l'Inde ressort avec des densités de population très fortes, comme certaines régions d'Afrique orientale ou centrale. Ici, vous voyez en particulier le Nigeria, je crois, qui ressort fortement. Voilà. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des zones qui sont beaucoup moins peuplées, si vous voulez. Alors certes, le terrain n'est pas toujours favorable, mais il reste en fait beaucoup de zones qui, à l'heure actuelle, ne sont pas forcément encore complètement... qui pourraient accueillir plus de population. Ce qu'on voit ressortir aussi, c'est une forte polarisation de ces densités démographiques qui est liée à l'urbanisation. Donc certains de ces points très sombres qui apparaissent sont effectivement des points ou des mégapoles, en fait. Voilà, bon, à cette échelle de l'image, vous ne pouvez pas voir grand-chose, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a derrière cette très inégale répartition de la population sur la planète, qui va avec une urbanisation de plus en plus prononcée et qui en ce moment est particulièrement forte en Afrique, effectivement. Donc on voit une grande diversité entre les continents, mais aussi au sein des continents ou des pays. Alors, en fait, on a déjà un petit peu parlé de croissance, plus que d'effectifs de population, mais je voudrais vraiment pointer du doigt la croissance elle-même. Et quand on regarde plus les effectifs qui augmentent, mais la manière dont ces effectifs augmentent, c'est-à-dire la croissance démographique, ce qu'on voit, c'est que en fait, la croissance démographique, elle a été extrême depuis les années 1950 à peu près,
vous savez, le baby-boom, mais aussi principalement l'amélioration des conditions de santé à travers le monde, eh bien, cette croissance, elle arrive à un pic à la fin des années 60. Et là, on le voit de manière très claire. Et en revanche, ce pic est vraiment un pic, c'est-à-dire que depuis lors, alors de manière pas forcément toute régulière, avec des petits à-coups, mais depuis lors, cette croissance diminue. C'est-à-dire que certes, la population mondiale continue d'augmenter, mais elle augmente de moins en moins vite. On est déjà dans une phase où la croissance se ralentit depuis 50 ans, voire un peu plus. Voilà. Donc, ces années 60, en fait, ça a été donc ce moment de la connaissance de la population mondiale où on commençait, depuis une dizaine d'années, on avait une idée en fait de ce qu'était la population mondiale et de la vitesse à laquelle elle croissait grâce aux efforts des Nations Unies et de différents groupes. Et dans cette foulée-là, dans les années 60 ou à partir des années 50, se sont montées des conférences internationales de population regroupant les États, les experts de ces domaines-là, les chercheurs, autour de cette question de la croissance de la population qui était exceptionnelle, qui n'avait jamais été aussi forte jusque-là. Donc c'est vraiment là, et vous, je ne sais pas, vous avez peut-être eu des échos de ces périodes-là, c'est vraiment là que se dessinent beaucoup de travaux qui ont marqué en fait le domaine de l'écologie politique ou de la démographie sur ces questions des limites de la planète et de cette croissance démographique très forte. Parce qu'à cette époque-là, on était vraiment dans une phase de croissance qui pouvait sembler ne pas s'arrêter en quelque sorte. On n'avait pas du tout une idée qu'on avait passé une inflexion, comme c'est le cas aujourd'hui, ou que la croissance était en train de diminuer. On était en pleine croissance. Et cette pleine croissance, elle était dirigée principalement par l'Inde et par la Chine. Voilà. Donc c'était les deux grands pays dont la croissance était très forte et qui posait peut-être problème à l'échelle internationale. En termes de géopolitique, ça soulevait des questions, etc. Et il y a eu pas mal de travaux qui sont sortis à cette époque-là, donc aussi en lien aux situations dans nos pays occidentaux, sur effectivement une croissance qui s'amorçait aussi en période de post-guerre, de baby-boom, et qui a conduit à des publications dont vous avez peut-être entendu parler, La bombe P, La planète au pillage, de grands biologistes, en fait, ou des gens très souvent issus des sciences dures, qui s'intéressaient à cette question de la démographie et qui, du coup, en brossaient un portrait, effectivement, et tiraient la sonnette d'alarme sur une croissance sans limite. Ça a donné lieu, bien évidemment, à beaucoup d'autres récits, et vous avez peut-être été plus sensible à ce qu'on trouve dans le domaine de la science-fiction que dans cette littérature-là, mais ça a été aussi une période de très grande richesse du point de vue de la littérature, en particulier dans les questions de scénarios du futur. Et en fait, la croissance a diminué. On en revient à cette courbe dès la fin des années 60, et elle a diminué en commençant par l'Inde et par la Chine. Avant même que soient mises en place des politiques, elle avait commencé à diminuer. La Chine, vous avez bien dû en entendre parler pour ces politiques de l'enfant unique, dont on a reparlé récemment aussi, qui a été mise en place à cette époque-là et qui a contraint en fait la fécondité à un décalage très brusque vers le bas et qui a aussi énormément contraint la population et mis à mal toute une partie de la population qui n'a pas suivi la règle, ou en tout cas qui a un petit peu qui est allé au-delà de ce qui était autorisé. Donc on est dans des mesures qui allaient qui allaient complètement à l'encontre du droit humain en quelque sorte. En Inde, en revanche, dans les années 70 également, se met en place là, des politiques de stérilisation forcée des femmes, en fait, qui ont été aussi très violentes et qui ont accompagné la baisse
Et donc c'est ces phénomènes-là qu'on a eu à cette période-là qui ont en partie contribué à la baisse de la croissance démographique. Si on regarde la croissance aujourd'hui, donc là on est sur la période 2000-2015, et ce que vous voyez sur cette carte du monde, c'est d'abord les effectifs des populations concernées que vous pouvez voir à travers la taille des disques qui sont représentés. Donc on voit la domination en fait en termes de population mondiale de l'Inde et la Chine aujourd'hui. Alors avec une croissance plus faible en Chine qu'elle ne l'est en Inde, puisque donc vous voyez ça à travers les couleurs. Plus la couleur est forte, et le rouge est particulièrement constitue la catégorie la plus forte, plus la croissance est importante. Donc c'est sur cette carte-là qu'on constate que ce sont principalement les pays d'Afrique subsaharienne qui portent encore aujourd'hui la croissance la plus élevée. L'Inde continue à avoir une croissance positive, mais elle est relativement faible par rapport à ce qu'elle était, et elle est encore en train de décroître. Et en Chine, en revanche, évidemment, elle est très faible. Et il faut savoir, en fait, ce que vous voyez aussi sur cette carte, c'est qu'il y a des pays dont la croissance est négative. Donc là, je pense à l'Europe de l'Est, à une grande partie des pays d'Europe de l'Est, à la Russie, au Japon. Dans ces pays-là, la question se pose complètement différemment, vous imaginez bien. C'est-à-dire que quand on est dans une phase de décroissance démographique, ça pose des questions très importantes liées au vieillissement de la population, d'une part, mais aussi aux activités économiques, à la manière dont la société, dont les nations vont continuer à se transformer dans le futur. Et là, on rentre dans des dimensions qu'on connaît moins, en fait, parce que la croissance démographique, en fin de compte, on la connaît bien quand elle est positive. On a pu l'observer au fil de toutes ces années. On a les exemples de la Chine et de l'Inde qui ont cru puis décru. Donc on a des modèles. Et on a des idées de ce qui se passe. Et je vais vous en parler plus avant dans la partie suivante. Mais dans ces pays se pose une question particulière sur lesquelles on manque un petit peu de scénario. Voilà, on ne sait pas très. Donc la persistance de fécondité très basse, par exemple, est quelque chose qui n'avait pas été envisagé et qui s'affirme avec le temps. Il faut savoir aussi que si certains pays portent des politiques de réduction de la fécondité pour justement essayer de limiter cette croissance, et c'est le cas en fait dans une partie des pays qui sont actuellement en rouge, là, donc des politiques d'accompagnement, d'information sur ce qu'on appelle la planification familiale, ou plus largement sur la santé de la reproduction, sur les familles, les avantages de familles plus petites, etc. Dans d'autres pays du monde, il y a des politiques natalistes qui sont en place. Alors, c'est le cas chez nous, un petit peu moins qu'avant, mais encore, ça reste un pays dans lequel il y a un encouragement, en fait, à la fécondité. Mais la France a un taux de fécondité actuellement qui est de 1,8 enfants par femme, qui est en dessous du taux de renouvellement, et c'est récent, mais qui reste l'un des plus élevés d'Europe. Mais c'est aussi le cas en Chine, où on fait face aux grosses difficultés qui ont suivi la politique de l'enfant unique. Donc 2 générations plus tard, on se retrouve avec une situation où, d'une part, il y a très peu, en fait, de personnes d'âge actif et encore moins d'enfants, alors qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Donc un déséquilibre dans la structure démographique du pays, mais aussi un démographique en termes de genre, de sexe, puisqu'il y a eu des tentatives de contrôle en fait, du sexe à la naissance qui ont fait que beaucoup plus de petits garçons que de petites filles sont nés ou sont restés dans les familles et dans le pays, et qui fait qu'aujourd'hui se posent des questions de fond en fait, sociales auxquelles il est difficile de faire face. Pour faire face à ça, le gouvernement a tenté de relancer la fécondité par des incitations, etc. Et la sortie du dernier recensement a montré que ça n'avait pas du tout marché. C'est-à-dire que les familles chinoises ne veulent plus
avoir beaucoup d'enfants, que la situation dans laquelle elles vivent à l'heure actuelle ne leur permette plus d'avoir beaucoup d'enfants, malgré le soutien que pourrait apporter le gouvernement dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est aussi le cas de la Russie qui, depuis plusieurs décennies, œuvre à essayer de relancer la fécondité à travers un soutien aux deuxièmes naissances et puis récemment aux troisièmes naissances. Certains disent avec comme objectif effectivement de regonfler les classes de jeunes hommes qui puissent faire la guerre. Mais c'est plus largement que ça, en fait, une politique pour essayer de relancer la démographie du pays. Et il faut se rappeler qu'effectivement, le nombre fait la force. Donc, on le voit très concrètement au combat aujourd'hui. Voilà. Donc on a ces deux situations contrastées. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des situations de déficit démographique ou quand un pays peine à renouveler sa population ou quand la croissance est vraiment basse? L'immigration peut servir à compenser cela. L'immigration permet éventuellement, alors d'abord de remplir les cases vacantes sur le marché du travail, mais aussi peut-être de relancer en fait la démographie du pays. Alors, je dis ça avec un peut-être, parce qu'en fin de compte, c'est en quelque sorte une solution temporaire, mais ce que les travaux de recherche ont montré, c'est que ce n'est qu'une solution temporaire, dans la mesure où ce qu'on a pu observer, c'est qu'au bout d'une génération, en fait, de par l'intégration, l'assimilation et l'adoption d'un mode de vie similaire en fait à ce qui se passe, à ce que le pays offre, eh bien la génération suivante, on se retrouve à égalité quasiment. Donc en fin de compte, la plus-value d'une arrivée à un moment donné reste dans ce moment donné, et la question démographique de la tendance de fond vers la décroissance demeure. Donc ça reste une solution temporaire. Comment se positionne l'Afrique subsaharienne dans tout ça? Et c'est ma dernière diapositive pour cette partie-là. Eh bien, on est en Afrique subsaharienne, un peu décalé par rapport au reste du monde, puisque vous avez vu, la croissance est plus élevée. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que même en Afrique subsaharienne, eh bien, le pic est ancien. Il date du tournant des années 80, de la décennie des années 80. Il y a eu un rebond dans les années 2000, autour de l'année 2010, qui est lié à différents phénomènes, mais principalement en fait aux politiques extérieures d'aide des États-Unis à la santé de la reproduction. Vous savez que les États-Unis sont très présents sur la scène africaine en termes d'aide, et en particulier, donc ce qui s'est passé, c'est à l'arrivée au pouvoir de George Bush, qui a fait un revirement en fait dans l'aide à la santé de la reproduction, et en particulier dans cette phase qui était très proche de la découverte de l'épidémie du sida, etc., de passer d'une politique de mise à disposition systématique de moyens de contraception, dont les préservatifs qui permettaient de se prémunir contre la maladie, à une politique prônant l'abstinence, en particulier pour les jeunes, qui a été un échec bien évidemment total. Donc on en voit un des effets ici, mais bien évidemment il y a d'autres phénomènes qui s'additionnent à celui-là. Néanmoins, on est dans une période de diminution, et la croissance diminue déjà globalement en fait à l'échelle du sous-continent. Ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est que même si elle diminue, il est prévu qu'elle reste positive encore au-delà de 2100. Donc là, vous voyez, ça ne fait pas partie des dernières estimations de 2022, c'est des estimations qui datent de 2019, celles-ci faites par les Nations Unies, c'était la mouture précédente. À l'heure actuelle, elles sont un peu plus basses, les estimations actuelles, mais les Nations Unies ont décidé de donner moins d'importance aux estimations de 2100, et donc ce type de graphique n'est plus disponible parce que justement la fiabilité des résultats pour 2100 était en question. Donc prenez avec beaucoup de pincettes ce qui est dit ici pour 2100. Ce qui est sûr, c'est juste qu'il y a une décroissance. Voilà. Donc je m'arrête ici pour cette première partie, simplement donc pour vous dire que voilà, du point de vue des estimations et des projections, on sait que la population africaine
croît encore beaucoup, qu'elle va être presque multipliée par 2, disons, d'ici 2060, mais que cette croissance est en baisse. Et que cette croissance est en baisse, peut-être pas aussi rapide que la population mondiale dans son ensemble, qui, elle, devrait stagner d'ici les années 2060-2080, comme ça. Mais en tout cas, voilà, un petit train de retard, mais la même tendance qui s'affirme à l'échelle de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Alors, si vous voulez bien, en fait, on va enchaîner avec mieux comprendre. Alors, je vous ai déjà parlé un petit peu de fécondité, mais mieux comprendre comment cette croissance évolue, pourquoi elle évolue dans un sens ou dans un autre. Alors, j'espère que ça va être un petit peu plus rapide. Vous avez déjà compris que ce sont des questions de décès et de naissance. Donc, globalement, en fait, pourquoi on a eu une telle croissance dans les années 60 et autour de cette période-là? C'était une amélioration majeure des conditions de santé qui a fait que l'espérance de vie a augmenté dans tous les pays du monde à peu près à cette période-là. Donc, à partir du moment où les personnes restent sur Terre le double du temps qu'elles le faisaient avant, eh bien, vous pouvez imaginer que ça multiplie par 2 les effectifs de population. Donc là, ce qui a beaucoup joué, c'était les progrès, en particulier dans le domaine de la mortalité infantile. Parce que quand on améliore la fin de vie, c'est un progrès réel, mais ça ne va pas changer le nombre d'enfants que les personnes auront eu, et du coup, ce que sera la génération suivante. En revanche, quand on améliore les conditions de santé dans l'enfance, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a des personnes en bonne santé qui arrivent à l'âge adulte et qui vont avoir des enfants, elles aussi. Donc, c'est les progrès de la mortalité infantile qui ont vraiment dirigé cette croissance démographique des premières qu'on a observées précédemment. Évidemment, la fécondité joue aussi un rôle, donc le nombre des naissances. Et ce que vous voyez ici, c'est cette question vous voyez le décalage en fait, entre le nombre de naissances et le nombre de décès. C'est cette différence-là qui fait la croissance en fait. Et là-dessus, on voit bien aussi la question comment la question de l'âge au décès joue un rôle important, parce que, eh bien, en fait, si la mortalité semble augmenter depuis les années 80, il faut se rappeler que la population a beaucoup augmenté aussi, donc en fin de compte, c'est normal que la mortalité augmente, mais aussi qu'elle vieillit, la population mondiale, en quelque sorte. Et donc, avec ce vieillissement, en particulier dans notre pays, on voit bien, eh bien, ça implique des taux de mortalité plus élevés, puisque, en fin de compte, en fin de vie, on est bien obligé à un moment donné de disparaître. Donc, en fait, il ne faut pas prendre ça comme étant un signe de catastrophe. Au contraire, le fait que cette mortalité et la croissance de la mortalité relativement faible au regard de la croissance des effectifs de population est plutôt un signe relativement positif. Et c'est avec ça en tête qu'il faut estimer et aussi regarder la courbe des naissances. Donc on voit ce petit rebond qui a marqué aussi la croissance démographique globalement, mais globalement, depuis les années 80, on a l'impression qu'on est à peu près avec des à-coups, mais on a une stabilité, voire une décroissance du nombre des naissances, alors même que la population augmente. Donc, ce qui montre bien que, en fait, la fécondité diminue, en d'autres termes. Donc, c'est ça qu'on appelle la transition démographique, en fait, et c'est encore le modèle qui régit ce qu'on pense qu'il advient dans différents pays du monde, et ça se passe de différentes manières. Là, vous avez 2 exemples que j'ai trouvés assez illustratifs des différentes manières de vivre cette transition. L'exemple de la Suède et celui du Mexique. Alors celui de la France est plutôt proche de celui de la Suède, celui qui a été vécu dans les pays d'Afrique subsaharienne plutôt de celui du Mexique, mais de manière parfois moins radicale et parfois très rapide aussi. Donc en particulier dans les pays du Maghreb, par exemple, la transition a été très rapide. Et il y a toujours un décalage en fait entre la baisse de la natalité et la baisse de la mortalité. Parce que c'est uniquement, il faut peut-être une génération ou quelques années pour que la population prenne la mesure du fait que les enfants ne vont pas mourir en bas âge, que
que les conditions de vie vont s'améliorer, les conditions d'emploi, les conditions de logement, et qui vont faire l'un dans l'autre à un moment donné que les familles, les femmes, les hommes vont décider que d'avoir moins d'enfants, c'est une meilleure solution. Donc, on a des pays qui ont connu cette transition démographique sur plus de 100 ans et d'autres où ça se passe en une génération. Donc on a eu l'exemple en une génération de certains pays du sud de l'Europe ou du nord de l'Afrique. Et en revanche, ça ne veut pas dire que dans tous les pays qui suivent, qui sont encore au premier stade de cette transition, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique de l'Ouest par exemple, les choses vont se passer forcément aussi rapidement ou aussi lentement. Chaque pays a sa trajectoire propre et ça dépend bien évidemment de son histoire, de ses politiques et puis des situations concrètes vécues par les habitants du pays. Si on regarde les tendances de la fécondité à l'heure actuelle, donc bien évidemment l'Afrique se distingue par une fécondité plus élevée, mais là vous voyez très concrètement la baisse qui s'est amorcée depuis les années 80 sur le continent africain. On est passé d'une situation où on avait plus de 7 enfants par femme en moyenne, ce qui est beaucoup, ce qui sont des situations qui en Europe nous ramènent assez loin, à une situation où à l'heure actuelle on est plutôt proche de 4 que de 5. Et on s'attend à ce que cette situation continue à évoluer vers le taux de renouvellement. C'est ce que disent les modèles actuels qui sont utilisés, c'est qu'on pense qu'on va descendre. C'est ce genre de modèle qui était appliqué aux autres zones précédemment. Et la grande surprise, ça a été ces pays dont la fécondité a baissé tellement qu'elle est descendue en dessous du taux de renouvellement. C'est-à-dire, et c'est le cas, vous voyez ici en Asie, on est juste à l'heure actuelle au taux de renouvellement, mais il y a un certain nombre de pays, en Asie du Sud, pas seulement au Japon, qui sont à l'heure actuelle avec des fécondités très très basses, et ça n'avait pas du tout été prédit au départ. Et ce dont on se rend compte, c'est que maintenant, les modèles partent du principe que la fécondité va rester relativement stable, éventuellement remonter vers ce qui est actuellement le taux de fécondité de la France, à peu près 1,8, alors que c'était inimaginable il y a 20 ans, et il y a 10 ans par exemple, on modélisait encore ces tendances futures à aller jusque vers le taux de renouvellement des populations, c'est-à-dire au-dessus de 2. Mais donc on s'oriente plutôt vers des fécondités plus basses à l'heure actuelle, dans tous les scénarios qui sont imaginés pour ces pays à basse fécondité. Donc voilà la situation aujourd'hui dans les différents pays du monde. Et là, vous voyez bien à nouveau le fait que l'Afrique ressort, évidemment, avec ses fécondités très élevées, avec ses transitions amorcées, mais pas forcément linéaires, etc. Donc on en est là. Alors à quoi elle est due, cette fécondité élevée? Comment on peut jouer sur la fécondité? J'ai envie de vous présenter un seul graphique, c'est celui-ci qui présente l'évolution dans différents pays du monde, dans les différents pays du monde, de la fécondité avec le niveau d'instruction. Donc là, on voit pour les données entre 1950 et 2010 le lien entre niveau d'instruction des femmes et nombre d'enfants. Et ce que ceci montre, en fait, c'est vraiment ce lien entre la question du développement de la scolarisation, de l'instruction, et des égalités hommes-femmes, de l'émancipation féminine et du nombre d'enfants. Et du coup, on voit que ce sont vraiment ces aspects-là qui sont moteurs de la transformation en fait, des familles, avec une question de pouvoir en fait, des individus et des familles sur leur situation qui est acquis à travers le développement d'un pays, les opportunités d'emploi et le niveau d'instruction qui sera acquis. Depuis, je vous ai parlé de ces conférences internationales qu'on a depuis les années 50-60. En 1994, la conférence du Caire replace les politiques de santé de la reproduction dans un cadre plus strict en aboutissant à un plan d'action international qui met au devant de l'action dans le domaine
de l'accompagnement de la fécondité, deux aspects qui sont les droits humains et l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est ça qu'on acquiert à travers l'éducation et à travers... voilà. Et c'est ces deux aspects fondamentaux qui ont été validés par l'ensemble des participants, qui restent la règle aujourd'hui dans les questions de régulation de la fécondité. Donc il n'est pas question d'imposer des mesures coercitives comme ça s'est fait dans le passé. Alors c'est une question qui revient souvent sur la table, donc je me permets d'en parler. C'est pas une question dans l'agenda international aujourd'hui. La question, c'est plutôt d'apporter les prérequis nécessaires au développement humain, de faire en sorte que les femmes et les familles aient les moyens effectifs d'accompagner leurs propres choix. Et en particulier que ceux qui choisissent et qui souhaiteraient avoir des familles plus limitées aient les moyens de le faire, en quelque sorte. Donc là, il y a une vraie aide, il y a un vrai soutien à apporter au système de santé publique, etc. Mais ce n'est pas tout ça, c'est aussi de faire en sorte que le développement humain soit effectif, en quelque sorte. Voilà. Donc c'est bien ça qui se passe à l'heure actuelle, à quelques exceptions près, dans le monde. Voilà, j'arrête là mes parties sur les indicateurs, la croissance et la fécondité. Est-ce que vous voulez poser une ou deux questions? Je continue. Alors j'enchaîne peut-être pour vous donner quelques exemples plus concrets. Je voudrais vous emmener dans deux régions que je connais bien. Donc la région de Kisii qui est dans l'ouest du Kenya, qui est l'une des régions les plus densément, qui était l'une des régions les plus densément peuplées du monde dans les années 80. Donc vous avez vu sur la première carte que je vous avais montrée, et on voit très bien sur celle-ci qu'il y a en Inde à l'heure actuelle des régions extrêmement peuplées également. Là, on se situait donc dans les années où j'ai commencé à y travailler, à la fin des années 90, avec des densités de population rurale de plus de 700 habitants par kilomètre carré. Il faut voir que c'est une fois et demie plus que ce qu'il y avait au Rwanda, par exemple, avant le génocide. C'est en fait la densité de population des Pays-Bas, villes comprises, alors que là, on est en milieu rural. Voilà. Et donc, essayer de voir donc, sur cette profondeur d'une trentaine d'années ou d'une vingtaine d'années, comment les choses ont évolué là-bas, qu'est-ce qui s'est passé. Et la deuxième région dans laquelle je vous emmènerai, ce sont les Hautes-Terres malgaches, qui ont également été pointées du doigt pour être une région de forte croissance démographique, potentiellement problématique. Donc vous voyez là cette première image tirée de la zone kenyane, et on voit un paysage vraiment façonné par des décennies de croissance démographique et d'occupation du sol. Vous voyez le caractère rural en fait, malgré la quantité de toits, le caractère rural de cette région. Donc là on a des lamelles en fait de terre qui vont des sommets des collines jusqu'au bas-fond et qui sont subdivisées à chaque génération entre tous les héritiers, jusqu'au point où on arrive à des lamelles qui ne font plus que la largeur d'une maison. Et là, la famille est obligée de couper dans l'autre sens, ce qui n'est pas forcément en faveur des uns ou des autres, puisque pour avoir un écosystème complet, accès au pâturage, accès à l'eau, il faut normalement avoir un peu des deux. Donc voilà, on est dans ce genre de contexte. Alors peut-être pour vous replacer les choses, en fait c'est particulièrement intéressant aussi parce que le Kenya a été le pays qui a tiré la sonnette d'alarme sur la croissance démographique du continent africain à la fin des années 70. Il y a eu de premières inquiétudes et une enquête mondiale qui a été menée. Alors ce n'était pas une enquête sur tous les pays du monde, mais quelques pays ont été sélectionnés, dont le Kenya. Et à cette époque-là, on a pu voir que d'un point de vue national, les femmes avaient au Kenya en moyenne plus de 8 enfants. En prenant les indicateurs du moment. Et là, c'était vraiment l'élément qui a fait que cette question est venue au sommet, en haut de l'agenda international une fois de plus. On voit ici que cet indice de fécondité de plus de 8 enfants par femme, il a baissé relativement rapidement à partir de la fin des années 70. C'est-à-dire qu'au moment de cette sonnette d'alarme, il était déjà en baisse, et qu'il a continué à baisser de manière plus ou moins régulière. Et à l'heure actuelle, la fécondité au Kenya est de moins de 4 enfants par femme. Donc on voit qu'en l'espace de 50 ans, on a quand même plus que diminué par 2 la fécondité. Dans la région que j'ai étudiée, dans laquelle j'ai eu la chance de mener des recherches,
La croissance démographique était déjà importante en fait dans cette période 1989-1999. Vous voyez, ça s'est fondé sur les données de recensement qui donnent une image tous les 10 ans de la population, mais elle a rapidement diminué jusqu'à devenir à l'heure actuelle négative. Alors, de densité autour de 700 habitants par kilomètre carré, on est arrivé à un palier aux alentours de 900 000. Mais ça reste énorme, 900 000, bien évidemment. Et si on essaye de rapporter ça en termes de superficie moyenne de terre par habitant, vous voyez qu'on est sur des superficies relativement ridicules dès le départ, mais qu'en fin de compte, ça n'a pas beaucoup évolué dans le temps du fait de cette diminution de la croissance. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans ces contextes-là? En fait, les enquêtes qui ont pu être menées là-bas et ce que les données démographiques et socio-économiques montrent, c'est qu'en fait, on a des systèmes de mobilité qui se sont mis en place, une fécondité qui a beaucoup diminué et qu'en fin de compte, ça a conduit à des transformations sociales très importantes et à des transformations évidemment économiques aussi. Donc moi, ce que j'ai pu étudier, c'est la mise en place de systèmes de pluriactivité avec une diversification des activités qui aujourd'hui et déjà il y a 30 ans ne reposaient pas exclusivement sur l'agriculture, l'agriculture elle-même n'étant pas exclusivement vivrière. Donc la densité a permis en quelque sorte, et donc la croissance démographique, si vous me suivez bien, a permis aux habitants de développer des activités nouvelles, de services, parce qu'il y avait un marché pour accueillir ces activités. Et ce sont ces échanges qui ont fait le dynamisme économique de la région et qui ont permis à beaucoup de la population présente de vivre en dehors de l'agriculture. Et du coup, les revenus agricoles ne constituent plus qu'une partie, en fait, des revenus dans la population locale. Donc la société s'est progressivement transformée d'une société agraire à une société aujourd'hui extrêmement diversifiée, qui fonctionne, y compris localement, sur la pluriactivité. Mais cette société ne fonctionne pas seulement localement, il y a aussi eu une migration qui s'est développée. D'abord, et c'est ce que j'observais il y a 25 ans, avec des migrations de courte durée et de courte distance, et puis progressivement avec des déplacements de plus en plus longs et de plus en plus loin pour certains des membres de la société, tout en restant encore en lien avec ces terres. Et en fin de compte, il y a une sorte d'alimentation mutuelle de ces systèmes de mobilité qui font que en fait, les individus en migration contribuent au développement local et bénéficient réciproquement de ce qui se passe localement. Donc on voit par exemple que les migrations de durée de vie ont progressé, c'est-à-dire que les personnes qui sont nées dans cette région et qui habitent ailleurs, c'était un peu plus de 10% en 89 et c'est devenu 38% en 2009. Donc on voit des forts changements dans ce domaine-là. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces migrations ne concernent pas des familles entières qui partent, mais en général une personne qui part et qui fait des navettes, qui rapporte, qui échange, qui éventuellement peut accueillir ensuite d'autres personnes de la famille. Et tous ces systèmes fonctionnent comme ça, et c'est ce qui permet en fait de conserver un lien avec la terre, qui a une valeur symbolique très forte, puisque c'est l'endroit où, in fine, on doit être enterré, cette région-là, et en même temps, de subvenir aux besoins de la famille et de faire face aux risques, c'est-à-dire qu'on a des revenus diversifiés. S'il y a un aléa climatique, tous les revenus ne proviennent pas de l'agriculture. Si on perd son emploi en ville, tous les revenus ne proviennent pas de cet emploi en ville, en fait. Voilà. Donc, il y a ces systèmes qui sont mis en place. D'un point de vue social, ce qu'on a observé aussi, c'est des transformations fortes dans le domaine de la famille, dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'héritage, et qui font que tout ça s'adapte en fait aux transformations liées à la densité de population. Je vous emmène directement de l'autre côté, à Madagascar. Donc on est dans le Vakinankaratra, un peu au sud de la capitale, Antananarivo. Et là, vous voyez un paysage très différent, mais également très travaillé autour des rizières, dans les fonds de vallée, qui remontent de plus en plus sur les versants. Et c'est une zone dans laquelle la production agricole est relativement mixte. On y produit aussi beaucoup d'autres choses. Alors, en termes de fécondité, à Madagascar, on est bien en dessous de la situation du Kenya, mais la baisse est aussi moins forte. Donc, on est aujourd'hui autour de 4 enfants par femme. Et la croissance reste sensiblement sensible. Voilà.
Donc là, déjà, en fait, dans les années 60, on parlait de surpopulation. Donc surpopulation, moi, c'est un terme que j'aime pas, puisque c'est la population, les effectifs de population, c'est toujours très relatif aux activités qui sont menées et à la manière de vivre. Mais donc, on en parlait déjà dans des rapports officiels, etc. Et ce qu'on observe là, c'est une forte densification en milieu rural et des superficies qui diminuent fortement. Mais néanmoins, en fait, les gens continuent à y vivre et la société continue à fonctionner. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Là aussi, on a de forts changements sociaux, donc dans le domaine de la transmission des terres, avec le fait que les femmes transmettent de plus en plus de terres et que les jeunes vont de plus en plus utiliser les terres obtenues du côté de la femme plus que du côté de l'homme. Le fait qu'on a aussi un ancrage dans l'agriculture qui est maintenu possible par le même système que j'ai observé en Afrique de l'Est, de liens avec des migrations circulaires, avec la ville, avec des emplois ailleurs, et donc avec des jeunes qui éventuellement, ou des personnes d'âge actif, qui vont circuler, qui vont travailler ailleurs et réinvestir dans l'agriculture dans cette région-là, et permettre en quelque sorte d'accompagner le développement local. Donc, dans ce cas-là, on a peu de migration pour toute la vie, mais on voit plus spécifiquement des périodes de mobilité qui alimentent en fait des activités locales, qui sont aussi bien évidemment le fait de l'actualité politique avec ses revirements. Et on sait qu'à Madagascar, ça a été particulièrement délicat au fil des dernières décennies. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut garder de tout cela, de ces deux exemples? C'est peut-être l'idée que la croissance démographique s'accompagne de modifications sociales et économiques profondes, mais progressives. Et que, en fait, et ça va aussi de pair avec le développement éventuellement de la migration, pas de la migration de ménages entiers forcément, mais de la migration d'individus qui vont rester en lien, et peut-être qui seront de plus en plus nombreux à voir, mais qui vont permettre de maintenir des systèmes familiaux sur différents terroirs, sur différents lieux, parfois sur différents pays. Avec ça se développent de nouveaux modes de vivre. Ce qui est important de retenir, c'est que pour nous qui étudions ces phénomènes-là, c'est difficile à appréhender en fait. La plupart des enquêtes socio-économiques, par exemple, vont donner une image très statique des ménages. Les enquêteurs vont aller dans les familles, vont demander qui est présent, qui fait quelle activité, mais en fin de compte vont passer à côté de tous ces liens avec l'extérieur et de la manière dont ces systèmes familiaux fonctionnent, qu'on ne peut vraiment appréhender que par de l'observation, des entretiens ou des enquêtes beaucoup plus approfondies. Donc c'est parfois un élément qui est oublié en fait dans ce que vous pouvez voir à travers la presse ou à travers des échos de rapports d'organisations non gouvernementales ou internationales ou de recherche sur des aspects très transversaux, très statiques de comment fonctionne la société localement, en oubliant que cette société locale, elle fait partie d'un ensemble plus large. Voilà. Donc en fait, ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est sur cette émergence de systèmes familiaux multisitués et du coup sur la plasticité en fait de la société qui s'adapte ainsi à la pression et qui par ce fonctionnement va pouvoir s'adapter au choc en quelque sorte, de manière peut-être moins catastrophiste que ce qu'on pourrait imaginer si on imagine des agriculteurs sur un terroir qui n'ont pas d'autres ressources que leurs champs en fait. Alors, je vous accorde qu'on est dans des situations particulières et qu'il y a d'autres contextes, mais ça vous donne un contrepoint peut-être sur les images qui sont habituellement véhiculées. Donc, peut-être pour revenir à la question du changement climatique, maintenant qu'on a posé ces bases ensemble, quels sont les liens en fait? Alors, on vous en avait déjà parlé la dernière fois, lors de la dernière conférence, entre la population et le changement climatique, c'est-à-dire en quoi la population contribue-t-elle au changement climatique? Je vais être assez rapide, vous avez déjà vu ça. Effectivement, depuis les années 50, la contribution, là par exemple, aux émissions de carbone connaît une croissance très importante. Elle semble être relativement linéaire, mais elle s'accélère encore plus dans les dernières années, même si dans certains pays, il y a des efforts qui sont faits. Cette croissance, elle est inégalement répartie, ces émissions de carbone, par exemple.
elle est inégalement répartie selon les pays. Et là, vous voyez les pays qui sont représentés en fonction de leur population. C'est-à-dire que la base des rectangles ou des polygones qui sont représentés représente la population du pays. Donc vous voyez la Chine, par exemple, ou l'Inde, qui sont les pays les plus peuplés à l'heure actuelle. Et vous voyez à quel point l'Inde, par exemple, ne contribue que peu, en fin de compte, aux émissions carbone aujourd'hui. Où est l'Afrique dans tout ça? Eh bien, vous la voyez en dernier, là en bleu, au bout de la courbe. Hein? Donc, vous voyez bien que cette croissance démographique africaine, qui est très importante encore à l'heure actuelle, eh bien, en fait, elle contribue pour une part minime à l'heure actuelle aux émissions. D'un point de vue transversal, en termes de revenus et de situation de la population mondiale, ça, c'est un graphique qui revient très souvent. Et effectivement, on sait à l'heure actuelle que les 50% les plus pauvres dans la population mondiale, et ça c'est en grande partie dans ces pays du continent africain, eh bien, contribuent que pour environ 10% de la production et de la consommation mondiale, et donc des émissions de carbone. Ce graphique n'est pas correct parce qu'en fait, la forme devrait être encore plus évasée en haut. C'est-à-dire que les 1%, les 10% des 10% les plus riches contribuent énormément plus que les autres aussi. Donc ça a été représenté ainsi pour rentrer dans l'écran, mais ce n'est pas correct. Donc ça soulève vraiment le problème de la justice environnementale et des inégalités à travers le monde. Alors en même temps, vous me direz, cette population africaine en pleine croissance, elle va elle aussi se développer et c'est effectivement ce à quoi tout le monde aspire, eux les premiers, mais l'ensemble de la planète à travers les actions des Nations Unies, à travers les objectifs du développement durable qui se sont imposés à tous les pays du monde à l'heure actuelle. Et l'objectif, c'est bien évidemment que la population du monde entier ait accès à un minimum en termes de niveau de vie, en termes de services et en termes du coup de consommation, qui lui permettent d'atteindre ce qu'on pourrait appeler le développement. Donc, simplement, on voit à quel point là, un modèle de développement peut-être différent d'une autre serait souhaitable pour des pays qui ont encore des choix à faire dans ce domaine-là ou des possibilités de les faire. Alors les trajectoires actuelles ne vont pas forcément dans ce sens-là. Il y a un gros enjeu politique derrière, il y a un gros enjeu économique qui commence par chez nous, dans les modèles que nous véhiculons, dans la manière dont le politique est dirigé par la sphère économique, etc. Mais il y a possibilité peut-être de faire les choses un petit peu différemment et de s'orienter vers des modèles de développement un peu différents. Dans l'autre sens, en fait, le changement climatique, lui, il a un effet certain sur la population. Alors là, je vais bien évidemment distinguer, encore une fois, ce qui est des changements progressifs de ce qui est des aléas climatiques ponctuels. Mais bien évidemment, le premier effet auquel on pense, c'est celui dans le domaine de la santé, par exemple. Donc, je ne sais pas, on a tous vécu, en fait, la canicule de l'année 2003. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu un surcroît de mortalité cet été-là en France. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui vous montre que oui, des aléas climatiques, ça peut avoir un effet grave, en fait, sur la santé, sur la mortalité. Donc ça, c'est un point qu'on ne peut pas négliger. Le premier graphique que vous voyez, c'est le pic saisonnier, en fait, qui a représenté la canicule. Vous le voyez en comparaison des décès du Covid de l'année 2020, des décès de l'année 2020, dirigés par l'épidémie de Covid-19. Donc c'était quand même quelque chose de très important. Mais ce que vous voyez aussi sur l'autre graphique, c'est que ce pic lié à la canicule en 2003, il a été suivi par un creux, en fait, l'année suivante. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène de rattrapage qui est lié au fait que les personnes les plus vulnérables étaient déjà décédées, donc il y a eu moins de décès l'année suivante, en quelque sorte. Donc en fin de compte, sur le long terme, la tendance n'a pas été infléchie,
mais c'était juste un événement ponctuel. Alors il se trouve qu'on était sur un événement climatique qui a touché particulièrement les personnes les plus âgées ou les plus vulnérables en termes de santé. Voilà. Il y a d'autres types de vulnérabilité. Donc ce n'est pas forcément exactement comme ça à chaque fois, mais en tout cas l'aspect effet sur la santé ou sur la mortalité est indéniable. On peut aussi s'intéresser aux effets sur la fécondité. Alors là, c'est des travaux qui sont menés à l'heure actuelle. Et de la même manière, si un couple est prêt à avoir des enfants, peut décider à un moment donné que ce n'est pas le bon moment, en quelque sorte. Mais en général, c'est suivi par un rattrapage, c'est-à-dire que l'enfant viendra à un autre moment. Alors à l'heure actuelle, en France, on se pose la question, beaucoup de jeunes, et ça vient dans la presse très souvent, se posent la question de, vu la situation actuelle, est-ce qu'il faut avoir des enfants ou est-ce qu'il ne faut pas avoir d'enfants? Donc c'est peut-être des choses qui sont dans les discours à l'heure actuelle. On n'a pas du tout observé d'infléchissement particulier dans les tendances. Donc ce n'est pas quelque chose qui à l'heure actuelle rentre dans les chiffres qu'on a, y compris ici. La question, d'ailleurs, c'est un aparté, mais la question ne se pose pas vraiment. Ce n'est pas en ayant moins d'enfants, nous, qu'on va infléchir durablement, ou moins d'enfants, que c'est pas les effets, en fait, d'une baisse du nombre d'enfants mettent du temps à se faire ressentir. Donc ça, c'est le premier effet. Ça ne sera pas une solution à court terme, c'est une solution à moyen terme, qui est peut-être une solution globale en fait, mais ce n'est une solution qui ne fait que repousser l'échéance, parce que si on n'a pas d'enfants et que par ailleurs, du coup ça développe le domaine des loisirs par exemple, on va plus voyager, on va vivre différemment, eh bien on va peut-être tout autant consommer, produire que si on avait eu des enfants. Donc en fin de compte, l'équation est beaucoup plus complexe que juste se poser la question en termes d'une vie humaine de plus, c'est autant de carbone de plus. Donc je serai très prudente par rapport à ces décisions-là. Donc, très souvent dans la fécondité, il y a aussi des phénomènes de rattrapage. En fait, l'effet que va avoir le changement climatique ou les aléas climatiques quand il y en a, c'est plutôt sur les revenus, sur le niveau de vie, on peut perdre par exemple, c'est bien. On peut devoir à un moment donné réinvestir, faire face à un choc et ça peut coûter de l'argent si on en a, ou en tout cas on peut avoir des difficultés de ce côté-là. C'est aussi à travers l'accès aux soins, on a déjà parlé de la santé, mais l'accès aux soins, ça peut aussi avoir un effet indirect sur la fécondité dans certains pays du monde, et ça a été le cas également pendant la période de Covid-19 avec les interruptions des communications entre pays et des circulations au sein des pays. Eh bien, certains centres de santé peuvent ne plus pouvoir être en mesure de fournir des services de santé publique de base. Et du coup, ça a un effet à la fois sur la santé directement, mais aussi sur la fécondité. S'il y a des jeunes qui ne sont pas en mesure, ou des personnes qui ne sont pas en mesure d'avoir accès aux moyens de contraception auxquels ils ont habituellement accès, par exemple, ça crée des ruptures. Voilà. Donc, mais c'est ponctuel. Donc ce sont plutôt des effets indirects. Et l'autre point sur lequel, bien évidemment, vous m'attendez, c'est la question de la migration, puisque effectivement, le changement climatique, on s'attend en fait à ce qu'il y ait de la migration qui en provienne, puisque un choc climatique peut conduire au fait qu'une zone soit au moins temporairement dans l'incapacité d'accueillir sa population. On vit bien évidemment, même chez nous, les difficultés auxquelles font face, par exemple, les agriculteurs face à l'élévation des températures, face à des étés ou à des années très sèches, et au fait que certaines zones deviennent un peu moins propices à certaines cultures, peut-être plus à d'autres et peut-être plus à rien, selon les cas. Donc on s'attend effectivement à avoir peut-être des impacts sur la migration. Ces impacts sur la migration, je veux bien en parler un petit peu parce qu'en fait, ils ne sont pas forcément aussi massifs que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti il y a quelques années, qui a fait appel à tout un groupe de climatologues et de démographes à travers le monde pour essayer de prévoir ce qui allait se passer en termes de migration. Et leur rapport porte principalement sur les migrations internes au pays
Et ils ont fait ce travail à l'échelle de tous les pays du monde, à partir des meilleures modélisations de climatologie et du coup de démographie derrière, pour essayer de comprendre quels seraient les mouvements et comment on pouvait les anticiper. Et ce qu'eux montrent, alors, c'est d'abord que d'un point de vue de la climatologie, en fait, si certaines régions deviennent peu propices en fait, aux activités qui y sont habituellement pratiquées, d'autres le deviennent plus. Donc certaines régions, par exemple, je peux citer l'exemple du Sahel, qui à l'heure actuelle, dans lequel en fait, l'agriculture est difficile et qui connaît très peu une pluviométrie très basse, et bien, par exemple, la pluviométrie est censée augmenter dans le Sahel. Donc ça va probablement permettre de nouvelles, des transformations en fait, dans le domaine agricole qui n'étaient pas anticipées il y a quelques décennies. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus voir les choses en tout noir ou en tout blanc. Voilà. D'un point de vue démographique, pourquoi est-ce que ce rapport parle des migrations internes? Eh bien, parce que les migrations internationales, elles sont régies par bien d'autres choses et qu'en fin de compte, elles sont très minimales par rapport aux migrations internes. C'est ce qui se passe, en fait, dans des contextes imaginez une population, un lieu dans lequel les récoltes sont mauvaises, plusieurs années successives parce qu'on est en proie à plus de chaleur, plus de sécheresse. Donc c'est ça qu'on a un petit peu à l'esprit. En fait, ce qui se passe, c'est que dans certains cas, on va pouvoir peut-être envoyer des gens en migration pour avoir des revenus complémentaires ou utiliser les gens qui sont déjà en migration pour vivre de ces revenus complémentaires. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a observé à travers les cas que j'ai présentés précédemment, qui n'étaient pas liés à des chocs climatiques, mais qui vous expliquaient un petit peu le fonctionnement. Il y a des travaux de recherche qui ont montré en plus exactement le contraire, c'est-à-dire qu'en l'absence de revenus, et parce que dans ces années difficiles de sécheresse, de difficultés dans l'agriculture, en fait, les familles ont moins de revenus, moins de ressources, ils n'ont pas les moyens d'envoyer des jeunes en migration. Donc, en fait, on observe un retour, un repli, une diminution des migrations. Donc ça, c'est des travaux qui ont été menés sur le sud du Mali, par exemple, ou des endroits comme ça. Donc, tout ne va pas dans le sens d'une émigration massive. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est le cas de choc extrême. Donc, par exemple, j'ai une doctorante qui a travaillé, vous ne voyez pas là, elle s'appelle Wassitissa Mandamoulé, elle soutient sa thèse lundi. Elle a travaillé sur le cyclone Idai au Mozambique. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le cyclone Idai, ça fait partie de ces cyclones de 2019 qui ont ravagé le sud-ouest de l'océan Indien et qui ont fait énormément de dégâts au Mozambique. On considère que c'est la catastrophe la plus importante des 20 dernières années. Donc vous voyez là les chiffres officiels en fait de ce qui s'est passé. Mais en fait, ce qu'elle a observé à travers ses enquêtes de terrain, c'est un phénomène qui a principalement conduit à des déplacements de population temporaires. Alors, il faut savoir qu'on est dans un contexte d'un État fort, ou en tout cas qui voudrait l'être, et qui a essayé de profiter en fait de cette situation pour déplacer les populations vers un autre lieu. Donc l'aspect politique s'ajoute à la dimension purement démographique du phénomène. Mais au sein de la population, les intentions et les perceptions, c'est de rester au plus proche possible des lieux d'origine pour pouvoir y retourner le plus vite possible. Et donc ce qu'elle a étudié, c'est ces systèmes familiaux dans lesquels une personne reste dans la zone d'installation, une autre dans la famille va retourner dans la zone d'origine, et la famille va fonctionner sur ces deux lieux pour essayer de tirer un profit et de réussir à subvenir à leurs besoins tout en récupérant leurs biens initiaux dans la zone de départ. Donc c'est comment essayer de faire face à l'adversité de la situation sans s'écarter et avec l'objectif principal pour beaucoup de retourner en fait dans le lieu de départ. Je vous avais parlé de migration de courte distance et de courte durée et c'est effectivement le cas. Et on le voit aussi dans l'anticipation des catastrophes. Ça me donne envie de vous parler, par exemple, de l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans il y a quelques années, qui a été beaucoup étudié parce qu'aux États-Unis, on a des données, on a des équipes de chercheurs qui sont allés beaucoup plus qu'au Mozambique, en fait, travailler sur ces sujets-là. Donc, il y a eu énormément de travaux qui ont été menés et qui ont pu montrer les inégalités au sein de la population en termes d'anticipation
Parce que quand même, on savait que l'ouragan arrivait, certains sont partis, mais tout le monde ne peut pas partir avant, même en étant prévenu. En fait, il faut avoir les moyens de partir, il faut pouvoir avoir un lieu d'atterrissage, etc. Et puis, du coup, l'ouragan a touché de manière très différente, en fait, les quartiers de la ville qui étaient en proie à de fortes inégalités déjà, et du coup, ont touché de manière très différente des populations d'origines diverses. Donc, ce qui a été beaucoup étudié, c'est les retours. Et effectivement, ce souhait au retour, eh ben, il est très fort en fait chez beaucoup de personnes. Et c'est exclusivement celles qui ont réussi à reconstruire une vie professionnelle et une vie familiale ailleurs qui ont tendance à rester ailleurs. Mais sinon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, vous imaginez avec des marchés restreints et des populations qui restent, pour lesquelles l'agriculture reste importante, l'accès à la terre dans la zone d'origine est une donnée qui n'est pas négligeable en fait. Et en fait, c'est à la fois symboliquement très important, mais économiquement aussi. Et du coup, ce lien avec la zone de départ reste très fort. Donc tout ça pour vous dire que globalement, en fait, les migrations restent internes, la grande partie d'entre elles, et si possible de courte distance, et que c'est très rare en fait que les gens partent complètement. Quand les gens partent complètement, c'est très souvent des jeunes qui seraient partis d'eux-mêmes, puisqu'il y a un moment donné où ils doivent quitter le cercle familial pour aller subvenir à leurs propres besoins. Et du coup, c'est ce genre d'événement qui peut créer ça. Voilà. Donc voilà. Donc en conclusion, en fait, on a des effets en fait forts sur la santé, sur la mortalité, mais aussi sur les déplacements de population, dont on sait quand même encore relativement peu de choses, puisque en fait c'est des sujets. On a toujours eu des déplacements de population à certains moments. C'est pas les premières catastrophes qui s'opèrent, mais en fin de compte, il faut savoir qu'on a peu de données globalement sur ces phénomènes, parce qu'ils n'ont pas forcément été suivis dans le temps, accompagnés par des collectes de données, parce qu'il n'y avait pas la même attention qu'on a aujourd'hui sur ce genre de phénomène. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels les connaissances vont se développer beaucoup dans les années à venir, mais pour l'instant, il faut admettre qu'on sait relativement peu de choses, si ce n'est que voilà, des fondements sur comment fonctionnent ces systèmes familiaux.